L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un épisode de Récits de ville, une émission de l'ALCA avec Florent Antello et Yael Epstein. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour resituer le partenariat entre Radio Anthropocène et l'ALCA et puis nous présenter un petit peu ce qu'est l'ALCA tout au long de l'année. Alors, tout simplement, l'ALCA, c'est quoi exactement ? Alors l'ALCA, on se place en tant que laboratoire de recherche et création sur les questions d'habiter la ville. On est un groupe d'architectes au départ, mais qui s'est adjoint des personnes qui pensent la ville, donc aussi bien des anthropologues, des chercheurs, des artistes. On est un mixte et on s'intéresse sur les questions d'hospitalité dans l'espace public. Et il faut préciser peut-être qu'on est un laboratoire non académique, on est en dehors de l'université et on a une posture un peu interdisciplinaire. Enfin, c'est vraiment une volonté d'être justement à la marge, en dehors des disciplines constituées et de pouvoir piocher un peu partout et constituer notre savoir à partir du terrain, de l'expérience et puis des différentes disciplines dont on s'inspire et dont on est issu. Et l'ALCA, c'est qui ? Les noms. Ouais. Alors, on est avec Yael Epstein qui est là aujourd'hui, Florent Antello, mais c'est aussi Julie Bernard, Corentine Baudran, Marina Chauliac par intermittence, Marc-Antoine Granier qui a été aussi là présent, Simon Marozzi, et puis Théo Roubert en ce moment qui est en service civique. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tous un peu tout à l'ALCA. On se répartit un peu les tâches plus ingrates nécessaires à la vie de la structure, mais mis à part ça, notre activité principale, c'est la recherche-création, et là, on est tous impliqués dans ces projets-là, quoi. Donc, on a tous une posture multiple. On oscille entre la recherche et la création. Voilà. Et alors, quelles sont justement sur cette recherche-création vos démarches, vos approches et les méthodologies que vous mettez en place ? Alors, nous, c'est vraiment au départ aussi ce qui nous a reliés, c'est la question de faire entendre les voix. Faire entendre les voix, notamment des personnes en temps précaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été toujours fort, ce qu'on s'est dit, pour penser la ville, il faut aussi changer de paradigme. Il faut arrêter que la ville se fasse et soit pensée par toujours les mêmes dirigeants, et qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent. On l'a vu aujourd'hui avec habiter la planète, le vivant, etc., les revendications, et qu'il faut entendre, écouter en fait les voix des personnes qu'on ne veut pas entendre souvent quand on fait la ville. Donc on s'est passé vraiment sur la question de l'audio pour pouvoir recueillir ces voix, et donc on a monté ce qu'on a appelé un campement sonore. Donc on va dans les lieux qui font sens pour nous. On a été beaucoup pendant 3-4 ans, enfin même plus que 4-5 ans aux bains-douches, les derniers bains-douches publics municipaux de Lyon, et on s'installe entre 1 et 3 semaines avec une caravane, et on déploie tout un dispositif qui nous permet d'aller à la rencontre des gens. On sert du café, on a de premiers temps de discussion, et après les personnes qui ont envie, on mène un entretien enregistré dans la caravane qui nous sert de studio d'enregistrement, et après on fait du montage sonore parce que l'entretien est plutôt semi-directif, voire libre, pour ceux qui sont dans les experts académiques de comment il faut nommer les choses. Et de cela, on crée différentes œuvres. Et donc, après, on fait réécouter à la personne pour savoir si c'est cohérent ce qu'on a capté de ce qu'elle nous disait sur 2 heures d'entretien. On en fait des fois 5 minutes, 10 minutes. Donc, si le sens est là, ça permet aussi, en réécoutant, d'aller des fois plus loin dans les questionnements. Parce qu'on dit, tiens, j'ai oublié. Et ça nous permet aussi, quand on est dans nos campements, de faire écouter aux gens ce qu'on fait pour se présenter nous-mêmes. C'est-à-dire, souvent, on dit, on vous enregistre, on fait des œuvres, ils voient pas bien ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est qu'ils écoutent aussi, et que ça nous permette que ces œuvres soient pas que de la restitution. C'est aussi ce qui fait avancer les questionnements, la recherche. Alors peut-être repréciser, parce qu'on est passé un peu vite peut-être sur l'objet principal de l'ALCA, qui est quand même de travailler sur les marges de la ville, sur comment la ville se construit pour une certaine catégorie de population à l'encontre d'une autre. Et nous, on s'intéresse justement aux personnes qui ont qu'on appelle nous en temps précaire, mais qui sont dénuées d'un logement conventionnel, dit conventionnel, c'est-à-dire un lieu où sont regroupées toutes les réponses aux besoins fondamentaux. Se laver, cuisiner, dormir, se reposer, etc.
pour nous, ça semble une évidence, mais c'en n'est pas une. C'en est pas une. C'est ce qu'on essaye de montrer, que pour les personnes dites à la rue ou en situation de grande précarité de logement, ces activités sont éclatées sur l'ensemble du territoire. Le territoire prend un autre sens. On habite le territoire. La question des espaces privés, des espaces publics prend un sens complètement différent. Et voilà. Donc on explore ces thématiques-là en tirant des fils. Donc on a tiré effectivement le fil de la question de se laver. Comment on se lave quand on n'a pas de chez soi, et qu'est-ce que ça veut dire se laver, parce que se laver, c'est pas uniquement une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de lien social, c'est une question d'intimité, c'est aussi le seul moment, par exemple, où on peut être nu et où on peut être seul avec soi-même pendant 5, 10, 20 minutes, grand maximum, dans une journée entière, quoi. Voilà, donc on s'intéresse beaucoup aussi aux trajectoires, au parcours et aux personnes elles-mêmes, et comment elles vont raconter leur histoire, tous les savoirs qu'elles forgent, toutes les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour répondre à ces différents besoins. Donc là, vous venez de nous parler un petit peu, commencer à nous parler du projet autour des bains-douches que vous avez mené. Est-ce que vous pouvez nous le détailler peut-être un peu plus et nous raconter la finalité de ce projet-là, et puis ensuite peut-être nous parler des projets en cours et à venir de l'ALCA? Alors les bains-douches, on a commencé en 2018, et l'idée c'était vraiment de questionner comment on fait pour se laver quand on n'a justement pas de logement conventionnel, comme Yael vient de le dire. Et ça nous a permis ensuite, en recueillant tous ces témoignages, d'aller les faire écouter. Pas seulement au grand public, pas seulement à la radio, pas seulement dans les colloques de chercheurs, mais aussi auprès des élus qu'on rencontre. C'est-à-dire, on a vraiment une action de lobby social. On va voir les élus. À chaque fois, on commence nos rendez-vous par « on voulait vous faire écouter ce témoignage ». Alors, on choisit à chaque fois des extraits. C'est pas toujours la même chose en fonction du rendez-vous. Et ça nous a permis de nourrir notre pensée sur l'acte de se laver. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces bains-douches et comment on pourrait les penser mieux? Parce que souvent, ils se sont ils ont été réhabilités de manière très efficace, quoi, pour que ce soit bien fonctionnel. Mais on a perdu beaucoup d'aspects qualitatifs et que les gens viennent quand même pour ça. C'est-à-dire, c'est aussi un lien avec l'autre, c'est aussi un moment où on discute, c'est aussi un moment où on prend soin de soi, on prend soin des autres, etc. Et donc, de ça nous a fait émerger des réflexions, des arguments pour aller convaincre des décideurs de ville de redéployer des nouveaux lieux du prendre soin pour se laver. Il y a eu des démarches, notamment à Villeurbanne, où on a, via un budget participatif, le projet a eu du financement, enfin pas notre projet, mais le projet a été de créer des douches publiques dans la ville de Villeurbanne. Et le projet est lauréat, donc il y a un budget qui a été alloué. Et l'idée, c'est de déployer des cabines de douche dans des bâtiments municipaux existants déjà, de théâtres, musées, médiathèques, etc., qui deviennent en accès libre. Comme on va aux toilettes, on pourrait aller se laver de manière très simple. Donc ça, c'est un peu... ça a fait émerger toute une réflexion au niveau métropole, sur la question de se laver, en lien avec... notamment la régie de l'eau maintenant pour tout ce qui est accès à eau pour tous. Donc ne pas oublier que c'est aussi vivre, c'est aussi se laver, c'est aussi prendre soin de soi. Donc c'est comment on réfléchit en fonction des situations à avancer là-dessus. Et puis peut-être Yael, tu peux nous parler de notre nouveau projet. Oui, depuis l'année dernière, du coup, on a laissé un tout petit peu les bains-douches de côté, même si on continue du côté opérationnel. Et on a commencé à s'intéresser à la question du repos, des lieux de répit, des lieux refuges dans la ville. Quels sont les lieux où on peut se poser quand on est donc dénué d'un chez soi? Et notamment, donc on a travaillé, on explore plusieurs endroits dans la ville, mais on a beaucoup travaillé à la bibliothèque de la Part-Dieu, qui est un haut lieu d'hospitalité dans la ville, où il y a notamment des endroits où on a le droit de s'asseoir et de ne rien faire pendant le temps qu'on veut. Et c'est très très rare dans la ville d'aujourd'hui, parce qu'il y a des injonctions sans arrêt à se déplacer, il y a plein de choses qui sont mises en place pour empêcher justement la possibilité de se poser, de se reposer, de se reconstruire, etc. Alors que ces lieux-là, comme la bibliothèque, mais aussi comme le parc de la Tête d'Or, il y a beaucoup de nos personnes, enfin des personnes qu'on rencontre et qu'on interviewe, qui nous parlent du parc de la Tête d'Or aussi, ou des parcs en général, qui sont les derniers lieux d'hospitalité de la ville, quoi. Donc voilà, la bibliothèque. C'est vraiment un lieu où ce que les gens nous racontent, en fait, ces témoignages, c'est que c'est un lieu où on peut venir un peu dormir,
quand on est dehors, qu'on n'a pas un logement dans lequel on peut dormir de manière sûre, en tranquillité, en fait on dort très très peu, on dort très très mal. La nuit on ne dort pas quand on n'a pas un logement qui nous protège, parce qu'on a peur d'être agressé, parce qu'il fait froid, parce que c'est pas possible en fait. Donc c'est un lieu, la bibliothèque, qui permet de malgré tout de dormir un petit peu ou de somnoler. Et donc c'est pour ça aujourd'hui on a diffusé depuis je sais plus, janvier, quand on a repris la programmation, décembre, je sais plus, des diffusions de récits de ville, de personnes qu'on a pu rencontrer sur la question du repos. Et on voulait aujourd'hui continuer, vous en parler un peu plus. Justement, oui, parce que l'ALCA et Radio Anthropocène, du coup, c'est une collaboration. Toutes les 2 semaines, on diffuse sur notre antenne un de vos récits de vie et récits de ville. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'idée de ce podcast un petit peu plus concrètement et nous présenter le podcast l'émission qu'on va écouter aujourd'hui? Ouais, du coup, les récits de vie, c'est des portraits sonores. Et l'idée, c'est vraiment de donner, de se mettre au service de la parole et de la narration d'une personne, de lui permettre de se raconter et de donner la possibilité aux autres d'entendre. Mais ça implique vraiment une dimension extrêmement sensible, à hauteur d'homme, vraiment incarnée. Pour ceux qui en ont déjà entendu, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, c'est souvent des récits très touchants, avec des usages de la parole qui sont parfois différents, parfois des accents aussi, des manières de raconter, des manières de se raconter, qui sont parfois d'une lucidité troublante, parfois qui sont complètement décalées, poétiques. On essaye vraiment de laisser de la place à ça, quoi, à la dimension sensible des connaissances, parce que c'est pas du tout pareil qu'un chercheur ou un architecte parle de la précarité dans la ville que d'entendre une personne qui va déployer de manière très précise, qui va raconter des petits détails, toutes ces petites choses qui incarnent une vie, quoi. Et c'est vrai que dans le récit de ville, c'est court. Enfin, au départ, ils ont été créés parce qu'on fait aussi du collage, comme la personne précédemment. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes collages, parce que c'est dans le cadre de nos campements, mais on colle des fresques et on inclut des QR codes qui donnent accès justement à ces récits de ville pour que les gens puissent entendre facilement. Donc, on se dit que si on écoute dans la rue, on peut pas écouter une demi-heure de podcast. En fait, on est debout, on est dans le brouhaha, on n'est pas forcément confortable. Donc on essaie que les récits durent 5 minutes. Donc ça nous oblige aussi, nous, à avoir un axe, une thématique, un fil, de se dire oui, j'ai rencontré cette personne qui m'a parlé pendant 2 heures de ses conditions, de sa vie. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux extraire de ces 5 minutes qui va donner un éclairage nouveau sur ce qu'on a pu déjà avoir précédemment, qu'est-ce que ça va raconter différemment, qu'est-ce que ça va raconter de plus que ce qu'on a déjà. Donc ça, c'est un effort aussi du travail de monteur, de réalisateur, mais donc du chercheur, en fait, pour aller plus loin dans la démarche. Et donc, ça permet de donner à entendre ces voix, en fait, de les écouter et de les entendre ensemble. Et là, du coup, on voulait faire entendre Auria, la voix d'Auria. Donc Auria, on a déjà diffusé un récit de ville il y a 2 semaines. Et là, c'est un autre montage, une autre partie de son récit, parce qu'on l'a rencontrée plusieurs fois, on a beaucoup d'heures d'enregistrement avec elle. Et c'est un personnage particulièrement touchant. Juste parce que c'est une personne qui a justement parfois des décrochages dans son récit. Elle parle beaucoup d'oiseaux alors qu'on l'interroge sur l'habité. Elle parle d'oiseaux qui font leur nid, mais comme si c'était des personnes avec qui elle dialoguait, avec qui elle rentrait dans un contact qui est pas celui... N'en dévoile pas trop. Non, pardon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Auria, on l'a rencontrée à la bibliothèque, elle dort, elle s'est construit un petit abri devant la bibliothèque de la Pardieu, et elle passe beaucoup de temps à l'intérieur de la bibliothèque, elle se lave à cet endroit-là, elle mange à cet endroit-là, enfin, elle y passe vraiment le plus clair de ses journées. On écoute. Je suis Madame Tedjar Auria. J'ai une enfance douce, avec beaucoup d'amour, parce que moi j'étais la chouchou de mon papa. Ma maman aussi, mais elle en avait 10. J'étais libre, pas libre, parce qu'il y a des limites. Quand j'étais petite fille, sur le balcon, on avait au moins 6 cages, où il y avait 2 perruches dans chaque cage. Et moi, j'ai 58 ans, je les ai eus le 11 février de cette année. Ouais. J'ai fêté dehors, sans les miens.
je m'entends pas avec tout le monde chez moi. Je les dérange quelque part, comme si que je venais picorer dans leur assiette. Il y a l'âge aussi, on a besoin de liberté. Il fallait que je parte. Je voulais être libre. Donc je me suis préparée et puis voilà, prête à partir sans voir le danger que ça pouvait apporter. J'ai pas voulu rester à Vienne. C'est une ville que j'aime pas trop. Je la trouve grise. Et je me suis retrouvée à Chasse-sur-Rhône, comme ça, en passant un chemin. Ça faisait 1 mois que je restais debout. Et puis je dis, tiens, j'allais toquer chez le prêtre. Il a eu l'aimabilité de m'accueillir dans son jardin. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. J'arrive à m'assoupir. On roulait dans une bâche. Et à 2h30, il a dit, non, je peux pas dormir en vous laissant dehors comme ça. Et on se sentait comme si c'était son papa qui venait vous réveiller. Il m'a ouvert sa petite chapelle. J'ai pu dormir au sol. Et voilà, puis après j'ai eu un cadeau d'un jeune homme qui m'a offert une toile de tente. J'ai dit pourquoi pas l'idée de s'installer pendant quelque temps. Alors après les 8 mois, je pars sur un parking d'un supermarché qui me laissait beaucoup de choses. J'ai pris un parasol, plein de bricoles que je pouvais récupérer, neuf. Alors au début c'était sur une chaise avec une chaise de camping pour étaler mes jambes et un matelas. J'ai un matelas épais de siège de jardin. Et après, j'ai eu les palettes et j'en ai fait un lit. J'avais des paillasses, vous savez, en paille. On n'avait pas le droit de mettre la toile de tente la journée. Donc, je descendais me reposer dans le parc, comme il y avait des gens qui venaient pique-niquer à l'heure de la pause du travail. Donc, moi, j'y allais. Je dis comme ça, personne m'embête. Je suis protégée. Il y a des gens. Au bout d'1 mois, j'ai fait la connaissance d'un oiseau. C'est vrai, hein, mon histoire, ça m'a déconneré. Je suis allongée et puis un petit oiseau qui arrive. Normalement, l'oiseau s'approche pas trop. Je comprenais pas. Mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Bon, 1 fois, 2 fois, troisième jour, je lui fais un nid. Je lui dis, j'espère que vous me présenterez vos petits. Je te donnerai tout ce que je peux, quoi. Donc, elle m'a emmené toute la tribu. C'était le matin, à cuic, alors on attend notre brioche, parce que c'est la brioche. Pas de pain, ils sont plus brioche. C'était mes compagnons, mes copains de ma galère. Et puis, après, voilà. Je suis arrivée à la Part-Dieu. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je peux pas rester ici toute seule. Donc, je suis partie à Perrache. Et là, j'ai demandé à un agent de sécurité. Il m'a expliqué qu'il y avait un poste de police pas loin de la place de l'Opéra. Donc, j'y suis allée. Les halls d'immeubles, j'avais pas envie. J'ai accepté le premier soir. J'étais très mal à l'aise. J'aurais préféré être dehors. Parce que je me mettais à la place des habitants. De trouver quelqu'un comme ça sur les marches d'escalier ou dans leur hall, c'est pas bien joli. C'est pas tous qui sont d'accord qu'on puisse squatter leur hall d'immeuble. Je suis partie très tôt et je voulais pas le refaire. J'ai pas envie de recevoir un coup de pied au derrière. Donc je suis restée aux marches de l'Opéra. J'étais contente. J'ai repris mon sourire. Et puis, je suis pas là pour envahir non plus. Faut esquiver, donc d'un endroit à un autre. Quand je connais très bien où sont les associations pour rester la journée, pour pouvoir papoter, pour pouvoir téléphoner, là, c'est encore juste, c'est frais. Mais après, je ferai ça. Et revenir que pour coucher. Et repartir pareil le matin. Ça dérangerait personne et ça rendrait triste personne. On me voit pas. Retrouvez tous les sons sur lalka.org. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.